Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Je suis Isa, je suis ergothérapeute et prof de yoga et mon objectif est de proposer un yoga simple qui s'insère, je l'espère, confortablement dans votre quotidien. Et justement, si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour parler avec vous de pratiques de yoga en dehors du tapis, mais de pratiques simples, accessibles, que vous pouvez, si vous le souhaitez, facilement mettre en place. Mais avant de nous lancer, quand on parle de yoga en dehors du tapis, de quoi on parle? Je pense que vous connaissez tous le yoga postural, le yoga hatha, le yoga vinyasa, et c'est vrai que la pratique posturale occupe quand même une grande partie du paysage du yoga. Mais d'autres pratiques comme la méditation, la respiration, mais toute la philosophie, la spiritualité autour du yoga sont également des pratiques très intéressantes, très profondes aussi à pratiquer. Et parfois, on peut le faire de façon très simple, comme je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais donc vous partager 5 pratiques qu'on peut tous réaliser au quotidien. Et vous allez voir que ce n'est pas forcément les pratiques auxquelles on pense le plus facilement. La première pratique que je vous propose est de cultiver l'empathie. Alors, quand on parle d'empathie, c'est relativement difficile de définir de quoi on parle. Le CRNTL définit l'empathie comme la capacité de s'identifier à autrui, de ressentir ce qu'il ressent. Selon Carl Rogers, c'est un petit peu plus profond que ça, un petit peu plus nuancé. Être empathique, c'est percevoir le cadre de référence interne d'autrui aussi précisément que possible et avec les composants émotionnels et les significations qui lui appartiennent, comme si l'on était cette personne, mais sans jamais perdre de vue la condition du comme si. L'empathie permet donc au thérapeute, en l'occurrence, de participer de façon aussi intime que possible à l'expérience du patient, tout en demeurant émotionnellement indépendant. De façon plus simple, il s'agit de percevoir, de comprendre profondément ce que la personne vit, mais sans pour autant faire un transfert et se mettre totalement à souffrir avec la personne. Durant mes études d'ergothérapie, nous avons dû faire un travail qui était relativement profond, assez difficile aussi sur les relations l'on peut avoir avec certains patients et nous rendre compte de certains transferts que l'on fait sans même y penser. Et parfois, on se rend compte qu'on n'est plus dans l'empathie, on est clairement dans un transfert où on transfère nos propres perceptions, nos propres représentations sur l'expérience d'une personne. Si l'on revient un petit peu dans le monde du yoga, il y a un livre dont je vous ai sûrement déjà beaucoup parlé. Il s'agit du cerveau de Bouddha, écrit par Rick Hanson et Richard Mendius. Et dans ce livre, les auteurs développent que l'empathie ne consiste ni à acquiescer ni à approuver. Et dans la pratique spirituelle, elle permet de voir que nous sommes tous liés les uns aux autres. L'empathie est donc une manière de davantage comprendre comment vivre ensemble. Pour certains et certaines d'entre vous, et vous me direz, c'est peut-être votre cas, l'empathie est innée. C'est-à-dire vous arrivez facilement à la cultiver, facilement à faire preuve d'empathie. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Pour d'autres personnes encore, vous avez tendance, et j'en fais partie, à parfois souffrir avec la personne, à ne pas avoir de barrière au niveau de cette empathie. Alors les auteurs du cerveau de Bouddha nous proposent 5 pratiques, 5 façons de cultiver une empathie véritable. Pour cela, leur premier conseil est d'avoir l'intention, la claire intention de faire preuve d'empathie. Cela peut être si on est thérapeute, si on est prof de yoga, si on accompagne une personne envers le patient, envers la personne accompagnée, mais cela aussi peut être dans notre vie de famille avec notre conjoint, nos enfants ou dans nos relations au travail avec nos collègues. De vraiment avoir l'intention dans cette relation de faire preuve d'empathie. Le deuxième conseil qu'il nous propose est d'être attentif aux gestes de l'autre. C'est vrai que le langage non verbal, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais joue énormément. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai vraiment du mal avec le téléphone. Je trouve que c'est beaucoup plus simple d'échanger avec une personne, de ressentir ce que la personne ressent quand on échange simplement de visu en face à face ou au moins en visio. Je trouve qu'avec le téléphone, on perd quand même une grande partie du langage non verbal qui parfois permet de comprendre énormément de choses. La troisième chose va être, selon ces auteurs, de ressentir les émotions de l'autre. Il est vrai que parfois, ça peut être très agréable
Par exemple, on est avec une personne très joyeuse et on va ressentir, on dit que la joie est communicative. Malheureusement, l'inverse est aussi vrai. Si une personne est très stressée, on a tendance à lui dire facilement « tu me stresses ». C'est-à-dire qu'on ressent le stress et parfois pour justement cultiver cette empathie, c'est important de laisser un petit peu de la place pour qu'on arrive à ressentir, percevoir les émotions que traverse la personne. Ensuite, l'autre chose est de garder l'esprit ouvert, c'est-à-dire d'écouter la personne sans préjuger de ce qu'elle dit, sans faire déjà une idée préconçue ou sans interpréter ses propos. On est vraiment dans de l'écoute active et c'est très important d'arriver à laisser de l'espace à la personne pour s'exprimer. Et si ce n'est pas possible, ou en tout cas si c'est compliqué, le dernier conseil que nous proposent les auteurs du cerveau du Bouddha est de reformuler. Juste pour faire en sorte de ne pas perdre de vue ce que la personne dit et se rendre compte aussi qu'on n'est pas dans l'interprétation, mais on est vraiment dans l'écoute de la personne. Je pense qu'avec tout ce tableau autour de l'empathie, c'est un peu plus simple de la cultiver au quotidien. Donc vous me direz ce que vous pensez de cette première pratique en dehors du tapis. La deuxième pratique qui vient souvent un peu plus naturellement est celle de la marche en pleine conscience. Marcher en pleine conscience, c'est être plus attentif déjà à ses pas, aux sensations dans le corps, aux sensations des pieds contre le sol et aussi à son environnement, la nature qui nous entoure si on marche en pleine nature. On peut proposer la marche en pleine conscience pieds nus, c'est encore plus, je pense, intéressant aussi pour observer un petit peu les sensations des pieds qu'on oublie trop souvent et je trouve que le yoga, par exemple, la pratique posturale pour le coup est un endroit extrêmement intéressant pour jouer, s'amuser un petit peu avec les ressentis dans nos pieds. Mais on peut tout simplement pratiquer la marche en pleine conscience quand on se balade en étant peut-être un peu plus attentif à nos pas et aussi à notre environnement. Regardez ce qui nous entoure avec les yeux les plus neufs possibles, en posant un regard détendu sur notre environnement et en se laissant surprendre par parfois la beauté du quotidien et par la beauté du connu. C'est une pratique simple mais très puissante et j'ai hâte d'avoir vos retours. La troisième pratique, c'est de cultiver Santosha. Alors le Santosha, qu'est-ce que c'est? C'est un mot sanskrit qu'on peut traduire en français par contentement, satisfaction. Et c'est une règle d'éthique personnelle qui fait partie des niyamas décrits dans les Yoga Sutras de Patanjali. Ces règles d'éthique personnelle. Le contentement, le santosha, est très lié à la pratique de la gratitude. C'est vrai que pratiquer la gratitude au quotidien peut vraiment nous faire prendre conscience de ce qu'on a et nous aide à nous contenter de ce qui nous entoure, de ce qu'on est, de ce qu'on a. Je pense que je vous en ai déjà parlé, mais depuis que je suis rentrée dans le cursus d'ergothérapeute avec mes études et aujourd'hui avec mon travail, le fait d'avoir été confrontée durant mes stages à beaucoup de souffrances m'a fait prendre conscience, m'a fait, je pense, plus prendre conscience de la chance que j'avais, de mon corps, de ma santé, de mon environnement. Et aujourd'hui, d'autant plus, je suis avec des patients qui sont atteints de pathologies respiratoires et le simple fait de pouvoir respirer librement, de pouvoir respirer sans entrave est déjà une chance énorme. Je pense que sans aller dans des extrêmes où finalement on a besoin d'être confronté à beaucoup de souffrances pour nous rendre compte de ça, on peut aussi le cultiver dans le quotidien, en cultivant le fait de pouvoir se lever, le fait d'être en bonne santé, le fait d'être entouré. Tout cela, ce sont des petits bonheurs du quotidien qu'on a vite tendance à prendre pour acquis alors que c'est très important et c'est une pratique, je trouve, très très puissante. Et on parlait justement de respiration, de respirer librement, on en vient à la quatrième pratique. Je pense une des plus simples et à la fois qu'on oublie très souvent, la respiration. C'est une pratique, le pranayama, une pratique qu'on peut tout à fait avoir sur le tapis de yoga. Souvent, les pranayamas sont des pratiques qui peuvent être parfois assez intenses, parfois aussi complexes et pas toujours accessibles à tout le monde. Celle que je vous propose ici est vraiment en dehors du tapis, dans la vie quotidienne, simplement davantage. Prendre conscience de comment on respire, ça peut être dans les activités de la vie quotidienne, ça peut être plus dans des moments de calme, de contemplation, mais vraiment prendre le temps de respirer de façon consciente, de façon calme, de façon posée et observer finalement comment on respire. Je trouve que c'est très important de continuer cette pratique en dehors du tapis pour la simple et bonne raison
conscient que parfois, dans les pratiques de yoga, ça peut être difficile de revenir à une respiration fluide. Tandis que si on a déjà cette attention, cette observation finalement, même en dehors du tapis, quand on revient sur le tapis, c'est presque un automatisme de rendre ce qui est inconscient conscient. La dernière pratique est une pratique en lien avec l'équilibre et l'équilibre de vie. Et là, peut-être que je vais mixer un petit peu le yoga et l'ergothérapie en vous parlant d'équilibre occupationnel. L'équilibre occupationnel, qu'est-ce que c'est? L'équilibre occupationnel en ergothérapie est un concept qui se définit comme la juste répartition et proportion dans nos occupations et qui contribue à notre état de bien-être, de stabilité et d'harmonie. Par occupation, on va entendre à la fois les occupations productives, c'est-à-dire le travail, le bénévolat, aller à l'école, faire des études. Ensuite, on va avoir les soins personnels, ça qui comporte tout ce qui est se laver, s'habiller, prendre soin de soi. Ensuite, on va avoir nos loisirs. Pour certains, ça va être écouter de la musique, peindre, jouer, aller au théâtre. Ensuite, on va avoir les occupations physiques, faire du sport, faire le ménage, jardiner. On va également avoir les occupations mentales, travailler, apprendre, méditer. Les occupations aussi reposantes, très importantes, dormir, prendre un temps de calme, faire la sieste. Et enfin, les occupations sociales. Donc, par occupation sociale, ça va être appeler ses proches, sortir avec des amis, faire des repas de famille. Toutes ces occupations composent notre vie. Souvent, c'est un casse-tête d'arriver à toutes les mettre dans nos vies. Et pour autant, c'est important d'avoir un équilibre dans toutes ces occupations. De ne pas avoir l'impression de passer à côté de sa famille, de ne pas avoir l'impression de ne pas passer à côté de son travail non plus. Et d'avoir un certain équilibre qui nous permet de relier tout ça. Cet équilibre de vie se trouve, se perd, se cherche, c'est tout le temps en mouvement et c'est à nous de jongler pour essayer de trouver dans tous ces moments le calme, le sentiment de pouvoir naviguer de façon confortable dans toutes nos activités. Cette 5e pratique en dehors du tapis est sûrement la plus complexe parce que c'est celle qui nous demandera le plus de vigilance, mais être vigilant à notre équilibre nous permet peut-être de pratiquer de façon profonde le yoga en dehors du tapis. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et je suis sûre que vous avez encore plein d'idées de pratiques en dehors du tapis. Si vous souhaitez une autre série de vidéos de pratiques en dehors du tapis, je serais ravie de vous la faire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me partager parmi les 5 que je vous ai proposées, quelle est votre pratique favorite, celle que vous réalisez le plus souvent ou celle qui vous fait le plus de bien. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous aujourd'hui et en attendant de vous retrouver très vite, prenez soin de vous.